Et nous avons un phénomène important que nous luttons, sur lequel on va revenir dans les graphiques, c'est les coupeurs de route. Il faut vous expliquer que le phénomène des coupeurs de route, qui n'est pas nouveau, mais qui s'est accentué après la crise post-électorale, parce qu'en fait, après qu'on ait traqué donc les braqueurs et les coupeurs ici à Abidjan, ils se sont retrouvés pour la plupart à l'intérieur du pays, notamment sur les grands axes. Donc, avec le travail de la gendarmerie, aujourd'hui, ils se sont repliés sur les axes secondaires. Donc, à leur dernier retranchement. Donc, aujourd'hui, on les trouve davantage sur les axes secondaires et nous allons continuer la lutte et les efforts sont tangibles. Et tout cela nous a permis, donc, le gouvernement a demandé la mise en place d'un indice. On vous donnera tout à l'heure le tableau de l'indice et le CCDO, qui est un centre de coordination des décisions opérationnelles qui est interarmé, c'est-à-dire que le CCDO comprend à la fois des éléments de police, mais aussi de la gendarmerie et aussi des forces républicaines du Côte d'Ivoire. Donc, c'est une unité spéciale pour traquer donc, le grand banditisme dans les zones urbaines. Et nous avons mis en place également une opération pour libérer les sites publics occupés, quelquefois par des hommes se disant étant des militaires. Et le point suivant, c'est le DDR, activité essentielle gérée par la DDR. Donc là, je parle sous le couvert de la DDR et qui a donc mis en place un dispositif, d'abord le recensement de ses effectifs à hauteur de 114 000. Aujourd'hui, près de 44 493 ex-combattants ont été réinsérés, ce qui représente environ 60% d'entre eux. Et 16 883 armes ont été collectées avec des obus et roquettes. Tout récemment, vous avez dû suivre l'actualité, nous avons donné des épaulettes à 1922 douaniers qui venaient d'achever leur formation à l'ENSOA. Et nous avons naturellement la partie extérieure, la coopération internationale, avec la question sécuritaire à nos frontières, notamment avec le Libéria. Et je vous ai parlé tantôt des différents traités, coopération militaire. Nous avons signé, depuis que nous sommes là, avec la France, la révision du traité, avec les pays comme le Cameroun, le Bénin, le Maroc, le Burkina. Nous avons signé donc des traités de coopération, des accords de coopération militaire, et il y en a d'autres qui sont donc en préparation. Et la Côte d'Ivoire a contribué à la gestion des crises du Mali et de la Guinée-Bissau. Alors, les innovations, telles que donc présentées par le CICG d'en parler, donc nous avons la loi 61 qui a donc organisé la défense et les forces armées en 61, une loi donc qui remonte à plus de 50 ans. Et donc, il a donc fallu la réformer pour la mettre au goût du jour. Quelles sont les innovations? C'est qu'il y a de nouvelles unités, je vous ai parlé tantôt de ces unités qui figurent dorénavant. Nous avons pris en compte de nouvelles missions, des missions à l'extérieur du pays, des missions à l'intérieur du pays. Nous avons également adapté l'organisation des forces au contexte actuel. Vous avez des conflits asymétriques, vous avez la prise en compte des droits de l'homme, vous avez la prise en compte de la participation de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix, vous avez également l'existence d'un Conseil national de sécurité et dorénavant la juxtaposition des, j'allais dire, militaires régionaux et au commandement de défense. Et nous avons aussi comment est-ce que l'armée, les forces armées peuvent participer aux actions de maintien de l'ordre avec donc la possibilité, la capacité de travailler en synergie avec la police et les autres forces paramilitaires. Et nous avons à ce niveau-là, pour continuer, je crois que j'ai dit l'essentiel de ces éléments. Alors aujourd'hui, ce texte est donc passé à l'Assemblée. Je ne peux pas vous le diffuser puisqu'il n'est pas encore promulgué. C'est ça qui fera donc de ce texte une force de loi. Mais le travail essentiel a été fait. Donc, il s'agit maintenant au plan pratique, opérationnel, de traiter un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de menaces, plan interne, sur la question des ex-combattants. Je vous ai dit que nous sommes à 60%. Il faut aller au-dessus de cette question pour que ces jeunes puissent avoir de quoi se réinsérer dans la vie active. Nous avons également les questions à la frontière ouest, essentiellement, qui sont en train d'être bien circonscrits. Aujourd'hui, nous avons la menace qui est localisée entre la zone de Grabo et de Tabou. C'est là où se trouve
essentiellement les menaces. On peut mieux encore les circonscrire sur Grabo, la zone, ceux qui connaissent un peu la zone, Grabo-Olodio, qui fait à peu près 490 km². Ça dit, ce n'est pas grand-chose. C'est 20 km sur 20 km. Nous avons ce que vous appelez, entendez souvent la presse, titre à grand titre. Mais en fait, c'est un phénomène bien localisé. C'est parce que nous avons des difficultés, j'allais dire, de communication routière. Les infrastructures routières sont dégradées. Nous avons des saisons de pluie qui durent pratiquement 10 mois sur 12. Et ce sont pour la plupart des jeunes qui se trouvent dans les camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière, notamment dans le Maryland, et qui viennent quelquefois de façon épisodique, soit faire, j'allais dire, des attaques pour prendre de quoi manger, c'est-à-dire aussi souvent des conflits fonciers, venir pour quelques règlements de comptes. Mais bref, les questions sont circonscrites et vous avez constaté que ce sont des phénomènes qui deviennent donc épisodiques. Vous avez les troubles sociolitaires, naturellement, ça fait partie de la vie démocratique. Lorsque les corps sociaux manifestent, donc pour nous, ce sont des choses qu'il faut regarder de très près. Et il faut donc éviter les tueries. Donc c'est ce que nous faisons en renforçant la cohésion au sein des armées. Les attaques armées, parce que vous savez bien que la crise a généré, n'est-ce pas, une prolifération des armes. On a vu ici des armes distribuées à certaines communautés, certaines populations, où des jeunes donc, ont appris le maniement de ces armes, qui souvent existent encore dans des plantations, dans les quartiers, dans les maisons, ainsi de suite. Il faut donc, qui sont souvent utilisés par ces jeunes. Et donc, qui passent à des attaques à main armée. Et la coupure de route tout à l'heure, nous avons mis en place un dispositif qui donne donc des résultats. Et les raquettes, nous avons mis les raquettes à la fin, parce que au début, j'ai dû constater que nous-mêmes sur le terrain, parfois sur les barrages illicites, fait de gros efforts pour que c'est le phénomène qui n'est pas totalement éradiqué, mais dont les incidences sont été fortement réduites. Et puis au plan externe, il faut toujours avoir l'œil, j'allais dire, du gendarme, il faut avoir l'œil donc du militaire, à savoir les risques de conflits asymétriques qui sont partout dans la sous-région. Donc il faut y veiller pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et nous avons ensuite le dernier point, ce sont donc les éléments, j'allais dire, comportementaux et de maîtrise d'abord des effectifs pour continuer à le faire, et le renforcement des capacités, l'éthique, la discipline sont des concepts nouveaux pour le militaire, et le renforcement de la cohésion au sein des forces. Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé, c'est un nombre d'opérations que nous avons menées. On pourra revenir sur le débat. L'opération en parlant du Montpeco et Niégré, pour nous présenter le graphique là, sur les résultats, ce sera plus parlant. Voilà, alors sur l'indice général de sécurité, nous avons pour les 3 dernières années, 2013, 2014 et 2015. Vous voyez donc 2013, c'est la courbe supérieure qui se trouve en haut. Vous avez vu que la courbe 2014 est la courbe du bas. Nous sommes partis, vous voyez les chiffres, hein, 2.1 à pratiquement 1.2 l'année dernière, en 2013, et ensuite en 2014, nous sommes partis de 1.2 à 1.12. Vous avez vu une pique ici au mois de novembre, ça a été donc les humeurs des caporaux. Donc nous intégrons tous ces facteurs et après nous sommes redescendus en fin d'année à une situation normale. Et vous avez vu 2015 aussi qui s'annonce sur de bons auspices, puisque nous sommes en train donc de redescendre et nous espérons donc atteindre le point 1 en fin d'année. C'est l'objectif qui est donc assigné. Alors, nous vous présentons ici quelques facteurs qui contribuent disons, à donner l'évolution de cette courbe générale. C'est le phénomène de coupage de route. Vous voyez que la courbe de 2014 est en dessous de celle de 2013. Et la courbe de 2015, vous voyez donc à gauche ici, nous sommes en dessous donc, de 2014. Nous espérons que cela va continuer avec le dispositif qui est mis en place. Et vous avez ici la courbe donc, du nombre de véhicules volés au cours de ces 3 dernières années. Vous voyez bien que celle de 2013 et ensuite 2014, nous sommes aujourd'hui à une moyenne de pratiquement de 1,5 véhicules jour braqués.
Alors que nous étions, je rappelle bien, sortis de crise, nous étions à 10 véhicules jour. Nous sommes aujourd'hui à 1,5 véhicule jour. Les défis, donc c'est la sécurisation des élections. D'abord, avant cela, le président de la République nous a donné des instructions précises. C'est de faire en sorte que la discipline soit l'élément moteur clé dans toute armée, la force, mais aussi les défis de l'année, c'est la sécurisation des élections. Pour ce faire, j'ai vu donc le président de la commission électorale indépendante qui va convoquer au mois d'avril une réunion avec les forces pour commencer à préparer déjà le plan d'opération, la sécurisation des élections, qui va se faire donc avant, c'est-à-dire pendant la période de la campagne, le jour des élections, mais aussi après. Vous avez dû constater qu'en 2010-2011, le programme a été après les élections. Continuer. Et donc, les perspectives. Donc, le président de la République a fixé le cap dans son intervention le 5 janvier lors de la présentation des vœux. C'est donc l'accélération, la mise en œuvre, mais aussi des conditions de vie et de travail. Je vous ai dit tantôt, la priorité était sortir des crises et donner les capacités d'intervention des hommes sur le terrain pour faire face aux menaces. Maintenant que ces menaces sont contenues, pour la plupart, nous allons nous orienter maintenant vers les conditions de vie du militaire. Et ça veut dire la réhabilitation des infrastructures, mais aussi veiller à ce que des nouvelles menaces nous menacent. Voilà, je crois que c'est la même chose qui est répétée, et puis faire en sorte que tous les programmes de formation puissent voir le jour. Ouais, c'est les détails de ce que je suis en train de dire. Alors, en conclusion, donc, la réforme du secteur de sécurité en matière de défense, c'est donc d'aboutir essentiellement à l'organisation d'une défense moderne et des forces armées, à l'image donc de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent, et que cette nouvelle armée soit éloignée donc du jeu politique et, n'est-ce pas, puisse garantir la souveraineté de l'État, l'état de droit à tout coup, en tout lieu et en tout temps. Je vous remercie pour votre aimable attention.